Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Malikoura Tassira, l'espace d'expression des membres du gouvernement pour faire le point des programmes déjà exécutés, ceux en cours avec les perspectives. Nous sommes avec le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Je suis avec Sekou Tangara de Africa Télévision pour la conduite de cette interview. Bonsoir, Sekou. Bonsoir, Sira. Bonsoir, Monsieur le ministre. 3 secteurs compilés en un et désormais liés avec un objectif, donner plus de résultats. Les mines, l'énergie et l'eau sont très porteuses pour l'économie malienne. Le secteur minier à lui seul représente près de 10% du PIB au Mali, 70% des recettes d'exportation et plus de 400 milliards de francs CFA de contribution aux recettes de l'État. D'autres ressources restent largement inexploitées. Parlons d'abord du secteur énergétique. Monsieur le ministre, actualité oblige. Une de vos missions principales est la desserte en électricité. Ces derniers mois, on assiste à des délestages, des coupures intempestives. Les Maliens se demandent qu'est-ce qui se passe à EDM SA. Quel est le problème? Merci, Madame. Je voudrais d'abord commencer par adresser nos sincères excuses aux Maliens et aux Maliennes pour les difficultés qu'ils rencontrent tous les jours dans la consommation régulière de l'eau et de l'électricité. Qu'à cela ne tienne, il faut rappeler que notre objectif, en tout cas la mission qui nous a été confiée, c'est la fourniture régulière de l'eau et de l'électricité à l'ensemble des Maliens. Cependant, dans l'exercice de cette mission, nous avons été confrontés à quelques difficultés. La première difficulté est liée à l'état des lieux à notre arrivée aux affaires. Nous sommes venus trouver un secteur de l'énergie confronté à une absence d'investissement pendant près de 20 ans, avec une dette d'exploitation qui se chiffre à plus de 200 milliards de francs CFA. Et donc absence d'investissement qui fait que nous n'arrivons pas à faire face à la demande croissante. La demande d'électricité au Mali croît chaque année de plus de 10%. Conséquence, nous nous sommes retrouvés avec des équipements vétustes et n'étant plus en mesure de satisfaire la fourniture régulière de l'électricité. Et donc, la deuxième difficulté à laquelle nous avons été confrontés est liée à deux choses. Un cas de force majeure qui a vu nos équipements prendre feu assez régulièrement. Ça, c'est des cas de force majeure. Mais l'autre difficulté aussi est liée un tout petit peu au décalage que nous avons pu avoir sur la mise en service de notre centrale qui est en construction au niveau de Sirakoro. Les uns combinés aux autres ont fait que le stress énergétique au Mali a fait couler beaucoup d'encre cette année. Partant de cela, ce que nous pouvons dire, c'est que on note quand même que par rapport aux années antérieures, nous avons eu moins de difficultés. Mais notre objectif, c'est de faire mieux. Et pour cela, nous avons pris un certain nombre de mesures pour faire face justement à ces difficultés en matière de fourniture. Je vais passer la parole à Sekou Tangara par rapport à ce problème de coupure d'électricité. Oui, justement, Monsieur le ministre, l'année dernière, vous-même, vous êtes sorti sur certains médias. Vous avez annoncé qu'à partir de 2022, courant 2022, il y aurait moins de délestage. Et à l'époque, vous fondiez beaucoup d'espoir sur Sirakoro. Par rapport à Sirakoro, qu'est-ce qui coince? Pourquoi les travaux ne sont-ils pas encore terminés? Il faut continuer à rappeler que les travaux en énergie nécessitent des moyens et requièrent surtout du temps. Quand nous sommes arrivés aux affaires, les travaux que nous avons débutés, la plupart du temps, c'est des travaux qui s'étalent sur une durée d'au moins 2 ans. Mais nous avons travaillé avec nos partenaires pour raccourcir les délais au maximum. C'est dans ce cadre-là que les travaux de Sirakoro qui étaient prévus pour faire 36 mois, au départ, nous l'avons ramené à 24 mois et progressivement, nous étions parvenus à le ramener sur 18 mois. En
fondant l'espoir que pendant la période de forte chaleur de cette année, cet ouvrage entrerait en service. Malheureusement, nous avons eu quelques incidents de parcours liés justement d'abord à la Covid-19, où des fois la chaîne logistique a été largement impactée au niveau de l'acheminement des équipements, mais nous avons aussi quelques difficultés avec les pays voisins, le Mali ne disposant pas de son propre port au niveau des transits. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est de dire clairement qu'il faut faire une nette distinction entre ce qu'on appelle délestage et ce qu'on appelle coupure. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu quelques coupures répétées, mais nous n'avons pas eu de délestage quand même cette année au Mali, parce que les délestages se définissent comme étant vraiment des coupures programmées et à tour de rôle, on donne l'électricité aux franges de la population. Ce n'est pas le cas. Les difficultés que nous avons aujourd'hui sont liées essentiellement à la vétusté de nos équipements qui lâchent parce que tout simplement, le niveau de chaleur est très élevé. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire en sorte que les temps de relève des pannes, parce que nous avons beaucoup de pannes sur le réseau, malheureusement, nous avons commencé les travaux de rénovation de ces équipements qui ne sont pas encore terminés, mais nous déployons, nous faisons en sorte que les temps de relève de ces pannes-là puissent être les plus courts possibles. Pour combien de temps encore les Maliens devraient-ils prendre leur mal en patience? À quand la fin des délestages? Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? À quand la fin des délestages? En fait, la fin définitive des coupures d'électricité au Mali est liée à un plan de développement que nous avons eu quand même l'honneur de valider en Conseil des ministres le 30 mars 2022. Une fois que ce plan qui est en train d'être mis en œuvre, une fois que ce plan sera totalement mis en œuvre à l'horizon 2026, nous pensons qu'il n'y aura plus de coupure d'électricité au Mali. Mais ça ne signifie pas qu'on va attendre jusqu'en 2026 pour dire que les coupures d'électricité sont derrière nous. Ce que je voudrais expliquer aux gens ici, c'est simplement de dire que lorsque on est dans un réseau de distribution d'électricité, on est forcément en proie à des pannes. Mais pour que les pannes ne soient pas perceptibles du tout par le client, il faut que les liaisons soient redondées, ce qu'on appelle mettre plusieurs liens. Mais dans un pays où on peine aujourd'hui à donner l'électricité à tout le monde, on ne peut pas sécuriser des liens, on ne peut pas ajouter d'autres liens. C'est-à-dire que chaque zone doit avoir des liens au moins pour que lorsqu'un lien lâche, l'autre lien puisse prendre le relais. C'est à l'horizon 2026 qu'on aura fini non seulement de déployer l'électricité sur une partie majeure du pays, mais nous parviendrons aussi à sécuriser nos différentes liaisons pour que les coupures, les pannes qui peuvent se produire ne soient pas perceptibles par les clients. Mais pour être plus concret, nous pouvons dire que l'année prochaine, la centrale de Sirakoro va entrer en activité. Normalement, le contrat de location qu'on a passé et qui doit nous faire migrer d'un système où on paye même si on n'a pas consommé, vers un système où on ne payera que ce qu'on a consommé. Ça, c'est 200 mégas d'accords qu'on a eu avec les gens de Dubaï. Nous pensons aussi que ces 200 mégas seront en service. Nous avons aussi mené une mission récemment à Dubaï pour avoir, avec les autorités dubaïotes, 200 mégas de capacité en production propre. Ça veut dire que l'énergie du Mali, même au-delà des locations, va avoir aussi ces 200 mégas. À côté de ces 200 mégas, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la transition énergétique. Parce que nous avons aujourd'hui un mix énergétique qui est très coûteux. Ça veut dire que quand on produit l'électricité avec le pétrole, avec les centrales thermiques, ça coûte très cher. Et nous, notre objectif pour que l'énergie du Mali puisse sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve plongée aujourd'hui, il faut qu'on arrive à produire l'électricité à moindre coût. Justement, par rapport à cette transition énergétique, Monsieur le ministre, vous avez représenté le Mali au niveau de la 28e édition de la Conférence internationale des investisseurs miniers, Mining Indaba, c'était en Afrique du Sud. Vous revenez comment de cette rencontre? Est-ce que vous allez étaler ce projet de transition énergétique parce que ça existe déjà dans les zones rurales sur le côté urbain? Il faut que je rassure les Maliens qu'à partir de 2024, toutes choses restant égales par ailleurs, nous pensons que les coupures seront derrière nous. Mais pour cela, justement, après que les coupures soient derrière nous, il faut qu'on travaille aussi à faire en sorte que les coupures ne reviennent plus.
Et pour que les coupures ne reviennent plus, c'est un travail permanent, c'est un investissement permanent. C'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on réussisse justement notre transition énergétique pour faire passer notre production d'électricité aujourd'hui essentiellement basée sur le thermique vers un mix plus renouvelable, c'est-à-dire les énergies solaires, l'énergie éolienne et les centrales hydroélectriques. C'est dans ce cadre-là que nous revenons très requinqués des Indaba, en ce sens que nous avons exposé à l'ensemble des investisseurs les potentialités qui regorgent le Mali en matière d'hydrogène. Et nous pensons que lorsque les recherches poussées seront menées sur l'hydrogène, c'est une solution qui va pouvoir qui devrait nous permettre au Mali d'atteindre l'efficacité énergétique. Et il y a une société qui travaille déjà à développer cet hydrogène. Aujourd'hui, c'est à quel niveau? Est-ce que ça va concerner une seule localité ou bien ça va concerner tout le Mali et quand? C'est avec beaucoup de fierté qu'on dit aux Maliens que c'est une société malienne qui travaille aujourd'hui sur la question de l'hydrogène. Mais par ailleurs aussi dans le monde, d'autres pays comme l'Allemagne travaillent beaucoup là-dessus. Nous pensons que lorsque nous aurons exploité l'hydrogène naturel, ce serait la solution pour tout le Mali. Mais ce n'est pas que pour le Mali. Nous allons exporter aussi. Désormais, le Mali sera un pays qui va exporter l'énergie, comme nous le faisons, comme d'autres pays le font aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment notre espoir. Mais en attendant la réalité sur ça, nous avons déjà des projets très avancés sur le solaire, avec du stockage et sur, justement, l'éolien. Pour la desserte en eau, on va reconnaître qu'il y a eu un léger mieux. Il y a eu de l'amélioration dans la desserte de l'eau, même s'il y a certaines zones qui restent encore dans des problèmes. Quels sont vos projets? Qu'est-ce qui a été fait dans ce cadre précis? Et les sous-secteurs de l'eau, à l'instar du sous-secteur de l'électricité, est confronté également à cette difficulté. Aujourd'hui, le coût de production de l'eau est plus élevé que le prix de vente. Il faut rappeler qu'au Mali, en tout cas dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, le Mali est le pays où l'eau coûte le moins cher. Donc ça veut dire qu'on a un problème tarifaire. Dans les autres pays, chaque année, pratiquement, le prix de l'eau augmente. Mais au Mali, nous avons fait le choix de ne pas impacter notre population par les difficultés qu'on rencontre dans le coût de production. Donc cette insuffisance du prix de vente par rapport au coût de production a plongé aussi les secteurs dans des difficultés financières, faisant qu'aujourd'hui, on est confronté aussi à la vétusté des équipements, mais surtout à un manque crucial de moyens pour investir dans le secteur de l'eau, ce qui fait que les Maliens vivent un stress hydrique très crucial. Qu'est-ce que nous avons fait? L'État malien, malgré les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, a débloqué près de 9 milliards de francs CFA pour mener un programme d'urgence. Ce programme a consisté d'abord à rénover les canalisations dans les centres urbains, mais aussi a servi à faire des forages dans nos milieux ruraux pour améliorer la qualité de la desserte. Mais c'est sur quoi nous travaillons en perspective sur le secteur de l'eau pour que tous les Mali, ou tous les Maliens en tout cas, puissent accéder à l'eau potable, c'est de faire en sorte de créer, de rendre le secteur rentable. Il faut que le secteur de l'eau puisse devenir rentable. Et pour cela, il faut faire en sorte que les agents économiques au Mali qui ont la capacité de payer l'eau puissent payer l'eau déjà à son vrai prix. Je pense aux multinationales, je pense aux chancelleries, mais je pense aussi aux entreprises et aux banques qui ne doivent pas bénéficier de la subvention de l'État. Dans les jours à venir, nous pensons pouvoir mettre ça pour dégager justement des ressources financières dans les secteurs et investir plus. Comme vous le savez, il n'existe pas de baguette magique. Lorsque je vais avoir de la rentabilité, il me faut déployer un programme massif d'investissement qui va me permettre de réduire mes coûts de production. C'est cool. Oui. Monsieur le ministre, est-ce que l'eau que les Maliens consomment est potable? Parce que quand on remonte le fleuve Niger, notamment au niveau de la zone pré-guinéenne, il y a des dragues, des systèmes de dragage avec utilisation de produits comme le cyanure. À cela, il faut ajouter les usines qui déversent directement dans le fleuve. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que l'eau que nous consommons est potable? Et je voudrais rappeler ici que depuis janvier 2021, une lutte implacable quand même a été engagée contre l'exploitation illégale par drague sur nos fleuves. Cette lutte a sans doute déjà produit ses effets. Mais je voudrais rassurer le peuple malien
pour dire que l'eau qui est consommée, l'eau qui est produite par la Société malienne de gestion de l'eau potable est presque de l'eau de roche. Nous consommons au Mali presque de l'eau de roche et nous le remarquons clairement en faisant la comparaison avec les pays voisins. Mais qu'est-ce qui assure au Mali cette qualité en eau potable? C'est d'abord notre chance d'avoir quand même l'un des plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, qui est le fleuve Niger, qui nous donne une certaine qualité de l'eau de surface très importante. Mais pour que cette eau qui vient du fleuve puisse être potable, il y a toute une chaîne de traitement. Et cette chaîne de traitement, nous pouvons vous assurer qu'à bénéficier de la certification ISO, et jusqu'à présent cette certification existe, mais au-delà de la certification ISO, nous avons aussi d'autres laboratoires qui viennent contrôler les laboratoires de SOMAGEP, notamment le laboratoire national des eaux qui est rattaché au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et qui produit régulièrement des rapports qui sont passés au peigne fin au niveau du département. On peut être rassuré par rapport à la qualité de l'eau. Soyez rassurés, c'est de l'eau de roche que nous consommons. D'accord. Alors parlons à présent du secteur minier. 65 tonnes par an de production d'or, ce qui fait que le Mali est 3e en Afrique aujourd'hui en matière de production d'or. Mais la principale question que tous les Maliens se posent, est-ce que l'or brille pour les Maliens, Monsieur le ministre? Et vous avez bien fait de le rappeler au début de votre intervention que le secteur minier représente près de 10% du PIB du Mali, 70% des exportations et c'était 450 milliards de contributions aux recettes de l'État en 2020. Et je suis heureux d'annoncer aux Maliens qu'en 2021, c'était plus de 550 milliards de contributions aux recettes de l'État. Avec autant de chiffres économiquement parlant, c'est difficile de dire que l'or ne brille pas pour le Mali. Mais est-ce que l'or brille suffisamment pour les Maliens? C'est ça la question. Nous pensons que l'or peut briller davantage pour les Maliens, pour le Mali et pour les Maliens. Mais pour cela, nous pensons simplement qu'il faut mettre en valeur ce qu'on appelle les contenus locaux. Les contenus locaux, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut que les travailleurs dans les mines soient des Maliens. Il faut que les entreprises qui travaillent sur la chaîne de valeur, depuis l'excavation jusqu'à la commercialisation de l'or, que ce puisse être des Maliens. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que sous la supervision ou la direction éclairée du président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, nous avons entrepris avec des partenaires des discussions pour pouvoir créer une unité d'affinage au Mali. Il faut rappeler que dans toute l'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a une unité d'affinage. Il y a beaucoup de sociétés qui opèrent au Mali. Quelle est notre part dans la production aurifère? Alors, aujourd'hui, en fait, la part du Mali, si on veut évaluer en termes de retombées, les investisseurs gardent 40%, mais les 60% appartiennent au Mali sous forme d'impôts, sous forme de retombées de façon générale sur l'économie. Mais lorsqu'on veut parler de la participation de l'État du Mali dans le capital des sociétés minières, c'est-à-dire dans le bénéfice qui est réalisé par les sociétés minières, et la part du Mali, c'est 20%. Dans le bénéfice. Mais il faut rappeler que ce qui est important, c'est moins le bénéfice que les retombées du processus de production. Vous avez parlé d'une politique de nationaliser l'expertise malienne au niveau des mines. Est-ce que cette politique, Monsieur le ministre, est mise en branle? Parce que quand on regarde au niveau des mines, les Maliens sont pour la plupart des ouvriers. Les cadres viennent d'autres pays. Il n'y a pas de grande école de mines, de formation des ressources humaines. Quelle est la politique en la matière? Est-ce qu'elle est déjà lancée? Si vous remarquez, le Mali a procédé à l'adoption d'un nouveau code minier en 2019. Parmi les innovations majeures de ce nouveau code minier de 2019, qui finalement est entré en vigueur en 2020 lorsque nous avons pu faire adopter les textes d'application de ce code minier-là, parmi les innovations majeures de ce code minier, nous avons justement la valorisation, n'est-ce pas, des contenus locaux, ce qu'on appelle la valorisation de l'employabilité locale et du contenu local. Donc c'est toute une politique qui est aujourd'hui mise en œuvre. Mais il faut quand même dire la part des choses. Quand on part dans des grandes mines comme Loulo Gunkoto, que ce soit les directeurs de l'usine, les directeurs pays, vous allez remarquer qu'à part peut-être les directeurs des opérations, on va trouver que tout le personnel est malien. Ça veut dire que c'est vraiment un processus qui a commencé et d'ailleurs avec l'adhésion des sociétés minières qui, d'ailleurs avec la crise du Covid-19, ont compris que nous avons intérêt à développer les expertises locales. Nous sommes au début du processus, mais je puis vous assurer que d'énormes efforts sont faits et par l'État
et par les sociétés minières pour parvenir à cela. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous disons, pour parvenir à faire de la mise en œuvre du contenu local une réalité, il faut qu'on arrive à mener, n'est-ce pas, cette action tripartite entre l'État, les sociétés minières, mais aussi, n'est-ce pas, les entrepreneurs maliens. Premièrement, il faut que les sociétés minières comprennent que leur développement va de pair avec quand même le développement local. Deuxièmement, il faut qu'on soit aussi avec des entrepreneurs maliens qui sont prêts aussi à s'investir pour faire de la qualité et pour quand même aller de l'avant. Et pour cela, ils ont besoin de l'accompagnement de l'État qui doit créer le cadre de ce dialogue fécond entre sociétés minières et entrepreneurs maliens. Et il faut aussi que ces entrepreneurs maliens comprennent que, en se mettant ensemble, des fois, pour faire face lors des appels d'offres, pour faire face aux appels d'offres en termes de moyens financiers, ils ont aussi intérêt à se mettre ensemble. En combinant ces efforts-là, nous pensons que nous pourrons faire de la mise en œuvre du contenu local une vraie réalité au Mali. Le Mali dispose d'un sous-sol très riche. Vous avez communiqué sur la diversification de la production minière aujourd'hui et vous avez parlé de la découverte d'autres substances, d'autres ressources naturelles au Mali aujourd'hui. Nous sommes à quel stade de ces recherches et comment le Mali compte produire avec ces nouvelles découvertes? Ce que nous essayons de faire, c'est de faire la promotion de la destination Mali, pour qu'il y ait plus d'investisseurs. Il faut simplement rappeler que depuis 2012, au niveau du pétrole, le Mali n'a signé aucun contrat de recherche. Et aujourd'hui, à la faveur justement de la révision du code pétrolier et gazier que nous avons eu à mener il y a 6 mois, nous avons déjà enregistré une dizaine de demandes qui sont en traitement, une dizaine de blocs pour la recherche et du pétrole et du gaz. Et nous sommes toujours heureux d'annoncer que les avant-projets sommaires, les études préliminaires montrent que nous avons de l'hydrogène naturel au Mali en quantité débordante. Et nous invitons toujours les investisseurs à venir nous aider à explorer. Comme nous le disons, les études, ça nécessite beaucoup de moyens. Et c'est pour cela que nous avons besoin des investisseurs, d'où qu'ils viennent, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment arriver à rendre rentables les ressources du sous-sol du Mali pour pouvoir les commercialiser. Est-ce que vous avez eu déjà des carnets d'adresses en Afrique du Sud parce que vous aviez démarché lors de la journée du Mali? À la fin de la journée du Mali, avec les stands que nous avons pu mettre en place là-bas, avec l'aide de nos partenaires que nous saluons ici, nous sommes revenus avec beaucoup d'espoir. D'accord. Sékou, on va poursuivre. Oui, le 3 juin prochain, je crois qu'il y aura une usine d'exploitation de lithium dans les environs de Bougouni. Ces nouvelles ressources-là, en quoi seront-elles d'un apport en plus de l'or, par exemple? Est-ce qu'il y a des estimations? Nous avons une réserve très importante au niveau du lithium. Il faut simplement rappeler que nous avons au moins une dizaine de permis de recherche qui ont été délivrés pour la recherche du lithium. Et nous avons la chance qu'on a délivré récemment un permis d'exploitation dans la zone de Goulamina et nous serons heureux d'aller poser la première pierre avec l'entreprise Firefinch le 3 juin pour le début de la construction de l'usine. Et cette nouvelle ressource, à l'instar de l'or, ne sera pas transformée malheureusement au Mali parce qu'il faut du temps pour pouvoir faire cette usine. Mais en bonne intelligence avec le partenaire Firefinch, nous avons convenu de mettre nos efforts en commun, de chercher des partenaires pour que très rapidement nous puissions avoir ne serait-ce qu'une unité de première transformation au Mali. Parce que les études montrent clairement qu'avec la quantité que nous avons actuellement, pour faire toute la chaîne de transformation au Mali, arriver jusqu'au niveau des batteries, parce que le lithium intervient dans la construction des batteries, qui va servir aussi l'énergie solaire, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre non seulement du temps et ça nécessite beaucoup d'énergie. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on travaille pour faire du secteur énergétique un moteur de la croissance et du développement. On parle également de pétrole depuis des années, on parle du bassin de Taoudéni, de Nara. À quand le premier baril de pétrole du Mali, Monsieur le ministre? Effectivement, les premières recherches qui ont été réalisées au Mali montrent que le sous-sol malien, notamment le bassin de Taoudéni, les grabens de Gao et le fossé de Nara, regorgent du pétrole. Mais ça reste encore des études préliminaires.
pour que nous puissions savoir est-ce que la quantité de pétrole qui se trouve au niveau du sous-sol de Taoudéni est rentable, ça peut être exploité, ça peut être commercialisé. Il faut des études plus approfondies, il faut faire des puits. Et je voudrais simplement rappeler ici que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a creusé que 5 puits de pétrole sur une superficie de 900 000 km². Et le Niger aujourd'hui, qui est devenu un pays producteur de pétrole, pour arriver à exploiter le pétrole, a dû faire 150 puits. Nous en sommes encore à 5. Et depuis l'éclatement de la crise de 2012, les entreprises qui avaient les permis de recherche au niveau de cette zone-là ont évoqué les cas de force majeure pour suspendre justement les recherches. Mais nous avons entrepris des négociations avec eux pour que ces recherches puissent très rapidement reprendre. Et je le disais tout à l'heure avec beaucoup de joie que depuis la révision du code pétrolier, parce qu'on s'est rendu aussi compte que l'investisseur, ce qui l'intéresse, c'est l'attractivité du code. Et nous avions vu que notre code pétrolier et gazier était moins attractif que nos pays voisins, notamment que celui du Niger. Et donc, nous avons procédé récemment, il y a 4 mois, à la révision du code pétrolier et gazier qui nous a permis d'enregistrer d'ores et déjà une dizaine de demandes de blocs pétroliers. Donc, au lieu de dire quand est-ce qu'on va avoir le premier baril, nous osons espérer que nous allons continuer à forer, que dans les années à venir, on va passer des 5 puits de pétrole forés à une 50aine pour avoir enfin le cœur net que le pétrole du Mali peut être exploité. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes aux commandes, ça fait près d'une année maintenant. En termes d'évaluation, vous avez eu l'impression de satisfaire les Maliens en matière de desserte d'électricité, en matière de desserte en eau? Je pense que depuis que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons entrepris beaucoup d'actions qui n'ont certes pas permis de satisfaire comme nous le souhaitions la population malienne. Et à cela, nous profitons de cette tribune vraiment pour leur présenter toutes nos excuses pour les nombreux désagréments par suite de coupures d'électricité et parfois aussi des coupures d'eau. Mais nous les rassurons que nous sommes à pied d'œuvre vraiment pour faire de la fourniture régulière des services publics de l'eau et de l'électricité un outil vraiment de développement social. Nous avons aujourd'hui un sentiment moins de devoirs accomplis que vraiment d'efforts entamés qui vont porter leurs fruits dans les années à venir pour éradiquer définitivement les stress, ce qu'on appelle les stress hydrauliques et les stress énergétiques. On va finir sur ce message d'assurance aux Maliens qui craignent encore ces coupures d'électricité. Nous pensons qu'au terme de notre plan de développement, nous espérons que les coupures d'électricité seront totalement derrière nous. 2022, quel projet phare? 2022, nous avons, en termes d'électricité, nous avons 2 projets phares. À côté du projet de Sirakoro, que moi je classe en 2021, nous sommes parvenus quand même à passer d'un système de location de groupes électrogènes qui nous obligeait à payer, même si on n'a pas consommé, à migrer vers un système où on ne paiera que ce qu'on a consommé, 200 mégas. À côté de ça, nous sommes aussi parvenus à négocier 200 mégas de production propre pour EDM. Et ça aussi, les travaux sont en cours pour finaliser ça. Mais le vrai projet phare que nous ambitionnons de mener pour 2022 et 2023, c'est l'aménagement du barrage de Taoussa. Il faut rappeler que l'aménagement du barrage de Taoussa va nous permettre de régler le problème d'électricité du Nord, Bouré, Gao, Bourem, tout ça. Mais en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir une superficie à irriguer de 130 000 hectares, plus qu'aujourd'hui l'Office du Niger. Et Inch'Allah, si tout va bien, en tout cas avec l'accompagnement de son Excellence colonel Assimi Goïta, président de la transition, nous pensons que dans les mois à venir, les travaux de l'aménagement de Taoussa vont très rapidement démarrer. On l'espère bien. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup. Merci, Sékou Tangara, pour les questions. Merci. Merci. Alors, nous sommes donc au terme de cet entretien, en attendant d'autres forats pour parler du secteur minier. Et nous étions avec le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, qui répondait donc à nos questions. Demain, un autre ministre sera à même cette place pour répondre aux questions de nous, journalistes. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir.